Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Télégoël, votre télévision citoyenne au cœur du bassin minier. Nous sommes le jeudi 10 novembre, veille de jour férié. Demain, nous commémorons le 98e anniversaire de l'armistice. Nous parlerons aujourd'hui de vos communes et de leur actualité, de la semaine de la solidarité internationale, d'un agriculteur qui s'est fait remarquer sur le web, de l'opération 1000 chercheurs pour le Téléthon au collège Jean Zé de Lens, de la quinzaine de la parentalité et d'une pièce de théâtre dans votre salon. Nous n'oublierons pas le sport avec Fred et votre agenda culturel pour ce long week-end. Mais on se retrouve tout de suite sur notre plateau avec Nathalie. Bienvenue sur Télégoël. Nathalie, bonjour, comment vas-tu à la veille de ce long week-end? Je vais bien, merci Valérie. Alors, on débute ce JT, Nathalie, par l'inauguration du relais d'assistante maternelle de Arnes. Oui Valérie, la ville de Arnes, Philippe Duquesnoy, son maire et les premiers élus, plusieurs élus du bassin minier ont inauguré le tout nouveau relais d'assistante maternelle de la commune. Un relais d'assistante maternelle, vous savez ce que c'est, sinon je vous le rappelle, c'est un lieu où les dames diplômées de cette formation de garde d'enfants se rejoignent pour pratiquer différentes activités ludiques et pédagogiques et partager ainsi avec chaque enfant dont elles s'occupent. Les premiers pas est donc le nom de ce nouveau centre d'accueil pour les bambins et leurs nounous, un lieu que les parents vont certainement apprécier. Il a débuté vendredi dernier par une projection du film Demain tout commence, un film d'Hugo Gélin avec Omar Sy. Projection réservée à la presse, le Arras Film Festival, ce sont des invités, des films d'ouverture et de clôture, des avant-premières en présence des équipes, une compétition européenne, des rétrospectives, des hommages et un festival des enfants. Ça se déroule jusqu'au 13 novembre prochain, profitez-en. Demain soir, vous pourrez d'ailleurs peut-être croiser Alexandra Lamy et vous avez peut-être déjà croisé d'autres stars comme Isabelle Adjani ou encore Corinne Maziero. Ça se passe dans le centre-ville d'Arras, sur la Grand Place. Cinéphile ou simple amateur de bons films, pensez à réserver. Vous ne voulez pas sortir, mais vous aimeriez bien voir une pièce de théâtre. Alors, vous allumez la télévision, mais mince, pas de théâtre à la télévision, c'est vrai, c'est très rare. Alors, j'ai pour vous une solution. Depuis quelque temps, une troupe d'Année-sous-Lens, la Compagnie de l'Artois, dirigée par René Dujardin, vous propose de s'installer dans votre salon pour vous faire apprécier un instant de théâtre sensationnel au plus proche de ses comédiens. Anthony Vermus est allé à l'une de ses représentations. Apparemment, à cause du plan super vigiterroriste, le drone ne peut pas survoler cette zone. Il faut que j'y aille, il va se poser à plus d'1 kilomètre d'ici. Comme avant chaque représentation, les comédiens de la Compagnie de l'Artois répètent, mais cette fois-ci, ils ne jouent pas dans une grande salle, mais chez l'habitant. C'est pas la première fois qu'on joue les sketchs, donc on a certains sketchs qu'on connaît déjà bien, mais il y a des nouveaux sketchs, donc ouais. c'est... Donnez bien. Bah ouais, celui-là c'est un nouveau, il y a celui qui va commencer la soirée c'est un nouveau, donc on est un peu dans le track pour ces sketchs-là. Mais sinon ça va aller, ça va aller. L'occasion de tester de nouvelles scénettes, mais aussi d'apporter des valeurs sûres avec des sujets comme la société de consommation, la transsexualité, le futur, bref, un tas de sujets de société profonds avec beaucoup de second degré. Dès qu'on joue un peu avec, gourmande, mi-gourmande. On dispose d'une palette, d'un menu en quelque sorte d'une quinzaine de scénettes qu'on choisit avec la personne, notre hôte, la personne qui nous invite. Et nous amenons les comédiens, une partie des accessoires, les lumières, le son. Et puis voilà, vous avez ce que vous pouvez découvrir ici ce soir dans cet espace. Les spectateurs d'aujourd'hui s'attendent toujours, c'est pour ça qu'on appelle scénette et pas sketch d'ailleurs, s'attendent toujours à des choses franchement humoristiques. Hein. C'est ce que font tous les humoristes, les gens ne vont plus voir que ça, les scènes sont d'ailleurs monopolisées par les humoristes. Là c'est du théâtre, donc bon, il y a des rires, des sourires, mais il y a aussi souvent un petit sujet de fond. On essaye de ne pas être chiant. Cette fois-ci, c'est le spectateur qui accueille la troupe et non comme à l'accoutumée, la troupe qui accueille le spectateur.
Ici, c'est une ancienne usine, c'était un lieu de production, de construction mécanique. C'est un espace qui est presque trop grand pour y habiter. Et faire venir du théâtre, c'est une manière de donner vie à un espace comme celui-ci. Et voilà, on a du plaisir à recevoir les gens et avoir des artistes qui s'expriment ici. Voilà, tout notre plaisir est là. Comment vous vous appelez? Duval. Duval? On n'est pas dans le postus. Moi c'est Ricard. Jouer chez l'habitant amène forcément quelques particularités pour ces comédiens amateurs. D'habitude, on est dans des salles avec un grand public et qu'on ne voit pas. Parce que avec les lumières, etc., on ne voit jamais le public. Que là, c'est un petit public et on l'a vraiment en face et on le voit le public. Donc le stress, il est à un niveau au-dessus en fait. Un stress qui pourrait être renouvelé puisque la compagnie de l'Artois souhaiterait renouveler l'opération. Il a fallu plusieurs heures de travail fin de semaine dernière aux agents de Salomine pour mettre en place, sur le rond-point Stalingrad, le nouveau monument aux morts venant remplacer les 2 anciennes stèles installées en hommage aux morts des 2 guerres mondiales. Sculptée par Pierre Garçon, la sculpture biface représente d'un côté la guerre, de l'autre la paix et va rendre hommage aux 490 victimes de ces 2 guerres qui seront gravées sur une plaque installée sur ce monument de 4,80 mètres qui verra la population se recueillir devant lui ce vendredi 11 novembre. Nous avons plusieurs invités aujourd'hui. Nous recevrons en premier Madame Mécaoutchou pour l'inauguration de la quinzaine de la parentalité qui avait lieu mercredi dernier au Parc d'Olin. Recevons tout de suite notre invitée Gwenaëlle Mécaoutchou, sous-directrice en charge de l'action sociale de la CAF du Pas-de-Calais. Madame Mécaoutchou, bonjour, bienvenue sur le plateau de Télégoël. Bonjour, merci. Alors parlez-nous un peu de cette quinzaine de la parentalité, c'est quoi? Alors cette quinzaine, en fait, c'est une multitude d'activités et d'événements qui sont portés à la connaissance et pour les habitants, les familles et leurs enfants, du 7 au 20 novembre. L'objectif de cette quinzaine, c'est très simple, c'est se dire que en tant que père, en tant que mère et parfois en tant qu'enfant, on se pose une multitude de questions. Rien n'est plus compliqué que d'être papa ou maman. Les relations sont parfois compliquées, on se pose parfois énormément de questions qu'on peut d'un premier abord trouver idiotes, mais qui sont loin d'être idiotes. Et nous, professionnels et associations, avons le souhait d'accompagner chaque papa et chaque maman sur le territoire du Pas-de-Calais à travers différentes activités dont j'aurai l'occasion peut-être d'en donner un peu plus de détails. Donc ça s'adresse à qui? Aux futurs parents ou aux parents d'enfants, d'adolescents? Ça s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire je suis future maman, je suis futur papa, je suis déjà maman, déjà papa, je suis concernée, j'ai des questions autour de la parentalité, je suis concernée par cette quinzaine de la parentalité. Les parents viennent avec les enfants rencontrer des personnes? Comment ça se passe? Il y a des animations? Voilà, effectivement, cette quinzaine a été conçue pour que chacun puisse piocher ce dont il a besoin. Donc il y a à la fois des séances, des conférences, des débats, mais il y a de façon beaucoup plus pratique des ateliers qui s'adressent soit directement à des tout petits, voire des bébés, des ateliers de massage, pour les un petit peu plus grands, des ateliers de lecture. Ça s'adresse aussi aux parents, parfois aux papas, qui se posent des questions quant à leur propre rôle de père. Ça peut s'adresser aux pères et aux mères, et ça s'adresse aussi aux jeunes, aux adolescents. Alors pour soit échanger avec des professionnels, soit échanger entre pères et mères, entre jeunes, ou alors simplement participer à des activités un petit peu plus ludiques. Donc on va retrouver quel type d'animation sur la quinzaine? Alors vous avez exemple et illustration de ce qui peut se faire sur l'ensemble du département. Je vous cite quelques noms d'ateliers, vous allez voir ces noms sont assez parlants. Nous avons par exemple un atelier qui s'appelle Bébé Bouquine, un atelier qui s'appelle Petit mais capable. Je crois que le nom est assez évocateur. Pour les plus jeunes, vous avez des forums intitulés 100% ados, 100% différents.
Et pour les parents, vous avez des dispositifs que l'on connaît déjà sur l'ensemble du territoire, le café des parents, des portes ouvertes de différentes structures, comme des lieux d'accueil enfants-parents, les réseaux d'écoute et d'appui aux parents, qui sont des lieux composés de professionnels et qui sont là à votre disposition, à la disposition des parents et des enfants pour répondre à une série de questions qu'ils peuvent se poser. Ça se passera où exactement alors? Sur tout le territoire de la communauté d'Aglo? Sur tout le département du Pas-de-Calais, effectivement, que ce soit sur la côte, le bassin minier, sur Arras, des villes rurales ou des villes urbaines. Dans des lieux particuliers? Alors, dans effectivement différents lieux. On a essayé justement de toucher un maximum de gens. Ça peut se faire au sein de locaux de municipalités, ça peut se faire au sein de structures associatives. Vous avez l'ensemble de ces informations et la liste des lieux où nous vous attendons sur le www.parents62.org. Est-ce que ça a un rapport avec la Convention des droits de l'enfant? Est-ce que vous avez choisi ces dates parce que c'est bientôt l'anniversaire de la signature de la Convention? Alors effectivement, dans la symbolique, nous avons souhaité organiser cette quinzaine de la parentalité à un moment qui est un moment clé et anniversaire, mais pas que. Pour tout vous dire, cette quinzaine de la parentalité s'inscrit en fait dans une longue suite de manifestations déjà réalisées par le passé. Et face au succès des journées parentalité qui ont eu lieu par le passé, nous nous sommes dit qu'une journée, c'était trop peu. Trop peu pour accueillir le public qui s'est massivement manifesté lors des années précédentes et trop court pour effectivement accompagner suffisamment correctement les parents, d'où cette quinzaine et qui se fait effectivement sur une période assez symbolique en termes de date. Enfin, cette quinzaine en plus permet certainement de rencontrer des gens de la caisse d'allocation familiale et qui ne sont pas toujours accessibles pour des renseignements sur la famille. Tout à fait. Et c'est même plus que ça. Au-delà de la caisse d'allocation familiale, c'est un événement qui concentre un certain nombre d'initiatives. Le conseil départemental est bien évidemment partie prenante. Beaucoup de communes se sont investies. Et c'est surtout le réseau parentalité que je souhaiterais mettre en exergue aujourd'hui parce que c'est ce réseau qui fait vivre et qui anime tout l'accompagnement que nous pouvons proposer les uns et les autres sur le département. Et ce réseau est piloté par la caisse d'allocation familiale, certes. Nous avons donc des professionnels, des responsables de territoire, des travailleurs sociaux, des conseillers thématiques qui se mobilisent fortement. Mais au-delà de nous, effectivement, il y a ce réseau qui est animé par deux associations que sont Colinacep et la Fédération des centres sociaux. Et nous avons aussi de façon très pratique 9 coordonnateurs parentalité qui sont financés par la CAF et qui sont donc des personnes ciblées, identifiées et qui interviennent sur l'ensemble du département pour aller à la rencontre des parents. On va revenir un peu sur l'inauguration d'hier au Parc de l'Ain. Comment ça s'est passé? Écoutez, vous avez déjà accueilli des parents et des enfants? Effectivement, c'était une ouverture qui se voulait festive. Alors, on a eu certes un protocole qui imposait des figures nécessaires avec un certain nombre de discours, mais ce que je retiens, moi, au-delà de ça, c'est la présence effectivement de pères, de mères et d'enfants qui étaient présents avec nous dans la salle même, avec une série d'animations qui avaient été préparées et proposées à ces enfants. Et ma foi, je crois que j'ai été assez notablement marquée par la forte mobilisation des papas et des mamans. C'est pas simple d'arriver à une cérémonie officielle où il y a un certain nombre de discours et malgré tout, ils étaient là, ils étaient attentifs, on les sentait impliqués et je sens que sur ce département, nous avons une mine d'or que nous n'exploitons pas suffisamment. Et cette mine d'or, ce sont les parents d'enfants sur ce territoire qui méritent d'être soutenus au maximum. Pour tous les renseignements, je crois qu'il y a un tout nouveau site internet, parentalité62.org, je crois. Tout à fait. Où on peut aller se renseigner. Tout à fait. Et je vous en parler. Alors, c'est un site qui vient de faire l'objet d'un relooking, si j'ose dire, qui se veut le plus pratique possible. Je vous invite effectivement à vous y connecter et vous aurez à travers une série de pages, je pense, un certain nombre d'informations et d'orientations qui permettront à chacun de trouver ce qu'il cherche. On va rappeler les dates et les animations de cette grosse quinzaine. Alors la quinzaine de la parentalité qui a été ouverte donc le 7 novembre hier et qui se clôturera le 20 novembre prochain et sur l'ensemble du territoire du Pas-de-Calais. Madame Mekonchou, merci.
Merci à N'hésitez vous. pas surtout à vous rendre sur le site internet parents62.org et je suppose qu'on vous reverra ces 4 sur Télégoël. Avec plaisir. Alors, tout de suite, on repart sur notre actualité. Nathalie, on va parler de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et son pôle Vivalet. Oui Valérie, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et son pôle Vivalet recevaient mardi dernier les lauréats de l'appel à projet Sport, Santé, Bien-être. En partenariat avec Aditech Pas-de-Calais, l'Université d'Artois, la Chambre de commerce et d'industrie Artois, l'Arena Stade Couvert de Liévin, la Mission Bassin Minier, le Conseil général du Pas-de-Calais et Euralens, la communauté d'agglomération a récompensé les 7 lauréats de cette année 2016 venus présenter différents projets. Applications smartphone, coaching, bike park et autres idées seront certainement développées près de chez vous dans quelques temps grâce aux aides apportées par Vivalet. Anthony Vermus est allé à la rencontre de ces nouveaux innovateurs du territoire. Nolémine était précurseur avec le ski. Nous, c'est un projet beaucoup plus nature avec beaucoup moins d'infrastructures, beaucoup moins de béton. On vient, on trace des pistes, on fait quelques sauts, quelques modules en bois. On aménage une voie de remontée mécanique via des navettes motorisées et c'est parti. On descend toute la journée le terri. On avait à l'origine un projet en région valenciennoise qui était finalement pas du tout adapté et surtout les autorités politiques n'ont pas du tout compris en fait le sens du projet et très rapidement avec la mission bassin minier qui eux déjà avaient une petite idée dans la tête qui était le terri de Connay-Massingam, on a étudié ce terri et qui en fait a une forme assez originale puisque c'est un terri relativement plat mais qui est tout à fait compatible avec le VTT. J'imagine mal faire du VTT descente sur les terris de l'os qui sont assez élevés et surtout très raides. Et en fait non, Grenay-Mazagarbe est vraiment le terri idéal, relativement plat, très spacieux et on peut créer facilement 10 pistes. Il y a un soutien politique et collectif très important. Il y a un soutien financier aussi qui n'est pas négligeable et je pense qu'ils ont aussi une structure administrative qui va nous épauler parce que demain on va bénéficier d'une vingtaine d'hectares, voire 30 hectares d'un site récemment classé, un site à préserver, un site naturel et il faut avoir des billes vis-à-vis des autorités, des services de l'État comme l'Adréal et comme la préfecture. Là on va devoir justement présenter un dossier en béton. Donc les premiers contacts sont extrêmement bons, très bons, mais là c'est un métier, l'administratif, et c'est pas le nôtre. Nous c'est de faire rouler des gens et on fait appel justement à Vivalet pour ce soutien administratif et d'un point de vue aussi des autorités publiques. L'Amicale des communaux fait toujours carton plein à quelques semaines des fêtes de Noël avec sa traditionnelle bourse aux jouets. En effet, à l'approche du mois de décembre, les membres de l'association organisent une immense vente de jouets à la salle des sports de Arnes où chacun peut trouver le joujou idéal pour son enfant allant de la bande dessinée au dernier jouet à la mode en passant par le train électrique. D'autres bourses aux jouets sont prévues dans toutes les communes du bassin minier. N'hésitez pas à consulter les sites internet spécialisés dans les annonces de ces manifestations. Videz vos armoires et les coffres à jouets de vos enfants. Il ne vous reste que 6 semaines avant le jour J. Vous l'avez tous constaté ces dernières années, Internet et les réseaux sociaux sont devenus les moyens de communication à la mode chez tout à chacun. Même ceux qui pouvaient y être réfractaires ou qu'on ne soupçonnait pas par leur capacité à s'y intéresser, s'y sont mis et diffusent maintenant des vidéos sur Internet et plus précisément sur la plateforme de vidéo YouTube. Certains en vivent et d'autres le font surtout par passion de leur métier. C'est le cas de Thierry Baillet, 44 ans. Il a décidé il y a 3 ans de se lancer dans la conception de vidéos informatives agricoles. Et ça marche. Il a même été récompensé par son idée. Anthony Vermus est allé à sa rencontre sur ses terres à Los Angeles. Thierry est un agriculteur d'aujourd'hui, c'est en tout cas sous ce pseudo qu'il est connu sur le net grâce aux vidéos qu'il poste sur sa chaîne YouTube. Là, le programme de la vidéo, c'est de faire un petit tutoriel explicatif sur l'usage que j'ai d'un pluviomètre connecté qui peut permettre aux agriculteurs d'avoir une météo plus précise à la parcelle. Donc voilà, c'est expliquer le fonctionnement de cet appareil et puis après de pouvoir le mettre sur la chaîne pour que des agriculteurs ou des futurs utilisateurs puissent savoir comment ça fonctionne. Il tourne ses vidéos lui-même avec cette caméra stabilisée. Grâce à ces vidéos, il cherche à réduire les préjugés sur son métier qui se modernise de plus en plus.
Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors, vu la demande que j'ai eue par rapport au pluviomètre connecté de Winat, je vais vous expliquer et vous faire un petit tutoriel sur son fonctionnement et l'usage. J'ai commencé à faire des vidéos il y a 3 ans. Alors, parce que mon fils qui était à l'époque en 4e s'est fait insulter parce qu'il était fils d'agriculteur. Je pense que beaucoup de jeunes ont une image négative de l'agriculture, souvent péjorative aussi, hein, voilà, des noms comme cutéreux, paysans, qui pensent que les agriculteurs sont des gens en bottes qui sont toujours sales et qui ont un métier qui est, j'allais dire, pas valorisant. Alors que ce qu'on fait en général demande beaucoup de connaissances, on a un métier très complet, très complexe aussi, et on a de plus en plus accès à des technologies très poussées. Donc c'était pour montrer ces technologies, ce métier, le présenter différemment pour donner une image un peu différente, quoi, voilà. Aujourd'hui, les vidéos de Thierry ont été vues près d'1 600 000 fois. Près de 200 vidéos ont été postées avec des sujets comme la récolte des pommes de terre, la visite de ses terres, des coups de gueule ou la présentation des machines qu'il utilise. Je mets toujours un petit peu de machinisme et de matériel dedans. C'est comme pour la voiture, voilà, y a des émissions qui fonctionnent très bien parce qu'elles parlent d'automobile ou elles parlent de football. Bon, en agriculture, on n'a pas de sport, donc on va parler de matériel. Et c'est vrai que le matériel attire beaucoup et c'est un sujet très prenant là-dessus. À l'heure où faire des vidéos sur YouTube devient un réel métier pour certains, Thierry perçoit environ 70 $ par mois. Pas de quoi changer de métier, il reste agriculteur avant tout, même si faire des vidéos peut parfois lui prendre du temps. La phase d'enregistrement, ça peut me prendre parfois 10 minutes de plus par rapport au travail que je fais classiquement. Il y a des émissions, enfin des petits reportages que je fais quand je suis dans les champs, donc ça m'arrive de monter la caméra dans le tracteur, donc là ça va pas me prendre énormément de temps. Et puis après il y a la partie montage, qui va me prendre au minimum de 2 heures et au maximum, le plus gros montage que j'ai fait atteint 15 heures quoi, à peu près en temps. Donc si, ça prend un peu de temps, mais c'est aussi un plaisir, un loisir pour moi, quoi. Donc voilà, je l'assimile un peu dans cette activité-là. Mais ce Lossois de 45 ans ne compte pas s'arrêter là, un autre projet lui tient à cœur. Le projet consiste donc à la réalisation d'une plateforme donc sur internet qui permet de recenser l'ensemble des vidéos, j'allais dire, d'éducation agricole entre guillemets, voilà, qui ont pour but de présenter le métier de l'agriculture. Donc le but du jeu, ce serait vraiment de dire voilà, toutes les vidéos qui ont un caractère éducatif ou informatif sur l'agriculture pourraient être recensées sur une plateforme groupée. Pour ce projet, Thierry a été récompensé du prix Better ID qui met en avant les projets agricoles et environnementaux. La plateforme est en cours de développement et devrait naître début 2017. Écoutez, je vous dis à bientôt donc pour une nouvelle vidéo sur l'agriculteur d'aujourd'hui. Allez, salut! Alors maintenant, c'est l'histoire d'un mec dont l'histoire sera exposée à Liévin. Les bibliothèques de la ville ont voulu rendre hommage à ce grand humoriste qui était Coluche, mais aussi à l'homme qui en 1985 créa les Restos du Cœur. 30 ans après sa mort, revivait son enfance, ses sketchs, ses films et sa candidature aux élections présidentielles de 1981 en 10 panneaux. Des documents à disposition pour en découvrir plus sur Michel Colucci, alias Coluche. On écoute Fabrice Delru, agent du patrimoine à la bibliothèque des Rousseaux de Liévin, sur le partenariat mis en place pour l'occasion avec les Restos du Cœur. Il y a l'anniversaire effectivement de sa mort, ça fait 30 ans qu'il est mort, et puis c'est aussi peut-être l'occasion, on arrive en fin d'année, l'hiver arrive, on a voulu créer un partenariat aussi avec les Restos du Cœur. Alors on va pouvoir travailler avec eux, on va collecter ici à la bibliothèque. Donc il y a un caddie qui est à disposition du public, des usagers de la bibliothèque. Donc on a l'habilitation pour recevoir des collectes. On espère des produits non périssables bien sûr, hein, je pense boîtes de conserve, des paquets de riz, des paquets de pâtes. Voilà ce qu'on souhaite. Notons que l'exposition se déroulera du 7 au 18 novembre à la bibliothèque des Rousseaux avant d'être déplacé Paul Gambetta du 22 novembre au 3 décembre à Liévin. Pour la 3e année consécutive, l'association Les Amis du Vieil Arne propose à l'occasion de la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 une exposition dédiée au centenaire de la Grande Guerre au sein du musée d'histoire et d'archéologie. Le thème de cette année, Arne No More 1916. 21 panneaux permettent aux visiteurs de se plonger dans l'horreur de cette guerre avec les batailles de la Somme ou encore de Verdun à travers des cartes postales anciennes,
poèmes, des photos et même des tableaux d'époque. Un travail des membres de l'association et de son président René Debarge qui a permis de rendre hommage aux 51 Arnésiens qui ont perdu la vie durant cette année 1916. L'exposition reste visible jusqu'au dimanche 13 novembre. Il vous reste encore quelques jours pour la visiter. Afin de faire connaître le métier de chercheur aux jeunes étudiants et leur permettre de comprendre les fondements d'une collecte dédiée au Téléthon. Par exemple, l'AFM Téléthon organisait la semaine dernière une opération intitulée « 1000 chercheurs dans les écoles ». Le but était de se faire rencontrer des chercheurs et des élèves pour parler de ce métier passionnant. 3 chercheurs de l'Institut Pasteur de Lille sont donc venus consacrer 1h30 de leur temps aux élèves du collège Jean Zé de Lens afin de leur expliquer les maladies génétiques, les thérapies géniques et leur métier de chercheur pour peut-être développer des vocations. L'opération se déroule encore jusqu'au 30 novembre, en attendant le Téléthon les 2 et 3 décembre prochains. Un gène en bon état de la dystrophie. De cette façon, eh bien, on va remplacer le gène qui ne marche pas dans la cellule du malade par un gène qui fonctionne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la thérapie génique. Donc aujourd'hui, nous accueillons l'opération 1000 chercheurs dans les écoles, dans le cadre du Téléthon. Donc on s'est porté volontaire avec le collège pour faire découvrir le métier de chercheur à nos élèves, puisqu'on a étudié une partie génétique avec nos élèves de 3e, et pour les sensibiliser aux maladies génétiques et leur montrer toutes les avancées qu'on fait aujourd'hui dans le domaine de la recherche pour soigner des personnes atteintes de ces maladies génétiques. Donc là, nous accueillons plusieurs chercheurs qui viennent présenter, ils ont présenté un exemple de maladie génétique et présenter donc, ce qu'on appelle la thérapie génique, la thérapie cellulaire, tout ça le temps d'une conférence d'1 heure. Alors ici en fait nous étions 3 personnes de l'équipe U10-11 qui est située au sein de l'Institut Pasteur et qui travaille particulièrement sur les fonctions musculaires en fait. C'est une intervention dans le cadre de l'AFM Téléthon et c'est la 2e année que je participe à cette intervention. Ça permet de sensibiliser les élèves à cette association et aussi à notre travail dans la recherche publique en fait. Parce que je pense qu'on touche un public qui ne connaît vraiment pas notre métier et ça permet d'ouvrir les portes. Et d'ailleurs, on a de nombreux stagiaires de 3e ou de 2e qui viennent au laboratoire découvrir le métier. Et je pense que vraiment pour eux, c'est de la découverte complète parce que c'est quand même un monde un peu fermé, on va dire. C'est important puisque déjà ça leur montre, ça rend concret les choses qu'on peut aborder en classe. Là, on avait vu l'exemple de la myopathie de Duchenne. Donc là, ils ont vu un petit enfant sur une vidéo qui a cette maladie. Donc ça rend vraiment les choses concrètes et ça permet aussi de contrecarrer tout ce qu'on peut voir peut-être dans les séries à la télé, à montrer la réalité du métier et l'importance de ces métiers justement. Donc là, les notions abordées, nous on a déjà vu en classe le terme d'information génétique, de chromosomes, de gènes. Là, ils vont un petit peu plus loin avec des supports tels que des schémas pour expliquer la notion de protéines qu'on ne voit pas tout de suite au collège, mais avec les propos tenus avec le diaporama suffit pour que les élèves comprennent. Parce que nous, on ne voyait pas cet aspect thérapie génique, thérapie cellulaire, mais aussi dans le cadre du collège, on a pour mission de présenter, d'ouvrir nos élèves vers leur présenter tous les métiers qui existent. Donc là, le métier de chercheur, notamment aujourd'hui. Alors c'est très difficile pour eux d'imaginer un peu notre travail au laboratoire. Donc des journées comme ça permettent vraiment de les sensibiliser et puis de permettre d'acquérir des connaissances sur notre métier et voilà, peut-être créer des vocations. Nous vous avons mis l'eau à la bouche la semaine dernière, on vous en reparle cette semaine. L'exposition L'Histoire commence en Mésopotamie a débuté au Louvre-Lens. Profitez de ce long week-end pour vous y rendre. Christophe Billoire y est allé en avant-première et a compris les fondements de son apprentissage. La Mésopotamie, c'est à la fois donc, une civilisation ou même des civilisations au cours de 3000 ans d'histoire, et c'est ce que présente l'exposition, par un parcours qui est à la fois
thématique est axée sur une certaine chronologie des phénomènes fondamentaux qui sont apparus en Mésopotamie, mais c'est aussi une culture qui a énormément influencé depuis l'Antiquité et jusqu'à nos jours, à la fois avec des grands mythes dont tout le monde a à peu près entendu parler, la tour de Babel, les jardins suspendus de Babylone, Nabucodonosor, mais également des éléments visuels qu'on a pu retrouver selon le bagage culturel des uns ou des autres dans une bande dessinée qu'on a lue, comme Adèle Blanc-Sec, qui réutilise par exemple une petite statuette du démon Pazuzu qui est également visible dans l'exposition. On peut également retrouver d'autres qui aimeraient l'opéra, des airs à la gloire des Assyriens, mais d'autres connaîtront davantage la chanson Rivers of Babylon. Et d'autres encore auront lu Agatha Christie ou aimé tel ou tel péplum à la gloire de Sémiramis. Donc c'est aussi ça que l'exposition présente, à savoir l'importance de la culture mésopotamienne dans les déformations et les souvenirs et les réutilisations qui en ont été faites, et ce donc jusqu'à une époque très récente. Et c'est aussi une exposition qui évoque le pays, alors évidemment surtout l'Irak, et on peut y découvrir des films, des reconstructions virtuelles, des grandes images sur tous les murs qui permettent de se resituer dans ce paysage où tout le monde ne peut pas vraiment voyager en ce moment, hélas. Ce sont des œuvres de musée, donc ce sont des œuvres exceptionnelles. Le rassemblement en lui-même est assez exceptionnel parce qu'on a un espace très conséquent et qui permet à la fois d'en montrer beaucoup. Et puis enfin, c'est une exposition archéologique, par conséquent il y a aussi des objets très utilitaires qui nous rappellent qu'il y a des choses qu'on utilisait déjà il y a 5000 ans au moins. Alain Roger, maire de Noyelles-sous-Lens, et Maryse Coupin, maire de Angres, sont convoqués ce jeudi 10 novembre à 10h au tribunal administratif de Lille. En effet, la sous-préfète de Lens a décidé de les poursuivre pour un arrêté anti-expulsion pris dans les communes, comme de nombreuses autres communes sur le secteur. Ils seront défendus par Maître Rapp. Des élus et citoyens de l'agglomération ont d'ores et déjà prévu de venir soutenir les deux édiles ce jeudi matin à Lille. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. Vous n'avez plus que quelques jours pour déposer vos projets 2017 dans le processus de politique de la ville pour obtenir des subventions. La procédure politique de la ville vise à accompagner les associations et porteurs de projets qui agissent en faveur des habitants des quartiers prioritaires en apportant un soutien financier à leur demande de subventions. La préfecture a fixé la date d'arrêt des dépôts de dossiers au 30 novembre prochain. Associations, clubs sportifs, collectivités, entreprises ou encore fondations peuvent effectuer leurs démarches sur le site internet www.politiquedelaville62 ou se renseigner auprès des responsables territoriaux de leur communauté de communes copilotes des contrats de ville. Nous vous l'avons dit tout à l'heure, nous avons plusieurs invités aujourd'hui. Votre territoire se mobilise et c'est bien normal. Nous accueillons notre deuxième invitée, Béatrice Bouquet, présidente de l'association Los Ngourma, qui vient nous présenter la Semaine de la solidarité internationale qui débute ce samedi. Madame Bouquet, bonjour, bienvenue sur notre plateau. Bonjour, alors, merci de votre accueil. Dans 2 jours débute cette Semaine de la solidarité dans le bassin minier. Pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi cela consiste ? Alors la Semaine de la solidarité internationale, dont c'est la 19e édition, a lieu chaque année en novembre, la 3e semaine de novembre. Donc c'est un événement, un grand rendez-vous national qui est décliné dans toutes les régions de France. Donc c'est un rendez-vous qui permet de sensibiliser à la solidarité internationale, au développement durable. Ça s'adresse à qui ? Alors ça s'adresse au grand public. Donc il y a beaucoup d'animations en direction du grand public, mais on va aussi beaucoup en milieu scolaire et en milieu scolaire aussi beaucoup. Donc ça se déroule comment cette semaine ? C'est des thèmes, des animations, des manifestations spécifiques ? Alors les animations sont très variées. D'année en année, on peut très bien parler du commerce équitable, des droits de l'homme, des migrations, de la solidarité en général. Voilà. Vos partenaires sur cette semaine, ce sont des associations ?
Alors, la Semaine de la Solidarité est soutenue au niveau national par le CRID, c'est le Centre de recherche et d'information sur le développement. Et dans notre région, on a un réseau régional qui s'appelle Liane Coopération. Et dans la région Hauts-de-France, il y a plusieurs collectifs d'associations et qui sont menés par un pôle référent. Donc le Seine-Gourma est un pôle référent et a réussi à mettre en commun des animations avec différentes associations du territoire bassin minier. Le Seine-Gourma, vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est cette association? Alors le Seine-Gourma, c'est une association qui a été créée en 1981, qui a 35 ans, donc qui a un certain âge. Donc ses objectifs, c'est donc le soutien au développement au Burkina Faso, dans l'est du Burkina Faso, par des actions en milieu rural de développement, notamment agriculture et eau potable. Et en même temps, c'est une association qui a pour objectif de mener des actions d'éducation au développement et à la citoyenneté internationale en région. Donc on trouve tout type d'associations dans le même thème ou les mêmes aides que le Seine-Gourma. Oui, alors le collectif pour la solidarité internationale est composé cette année de 12 associations qui ont soit, par exemple, comme Amnesty International parlera plutôt des droits de l'homme, Artisans du monde du commerce équitable, et ensuite ce sont des associations de solidarité internationale qui interviennent, qui soutiennent des projets dans des pays, beaucoup au Burkina Faso, Sénégal, Cameroun, voilà. On aide beaucoup, les associations françaises aident beaucoup ces pays d'Afrique et d'ailleurs. Est-ce que, comment je peux vous demander ça, est-ce qu'il y a des pays qui se rajoutent avec tout ce qui se passe maintenant, les guerres en Syrie, etc. Est-ce que ça ne diminue pas en fait, la pauvreté, la misère ne diminue pas? On est toujours obligé d'aider de plus en plus, ou on arrive à les mettre en relation et à les faire céder tout seuls? Alors déjà, sur les actions qu'on mène, notre objectif, c'est quand même que les populations aidées arrivent à l'autonomie, mais on s'aperçoit bien que c'est très long, c'est un processus très très long. Alors ensuite, pour des territoires ou des pays où il y a des guerres, il y a des associations qui interviennent. Pas dans notre collectif là pour l'instant, mais par exemple. Est-ce que vous allez en parler par exemple pendant la semaine de la solidarité quand même? Cette année, on a dans notre collectif, on n'a pas d'animation là-dessus, mais quand même, Amnesty International va intervenir sur les migrations. Donc c'est un thème qui en ce moment, tout le monde est interpellé par le phénomène des migrations. Dû à la guerre ou au réchauffement climatique. Donc c'est un thème assez prioritaire dans notre collectif. Donc ça se déroule sur quelle partie du territoire? Sur tout le Nord-Pas-de-Calais ou Alors nous, la semaine a lieu dans tout le Nord-Pas-de-Calais, elle est menée par différents collectifs, aussi bien sur l'île, sur Arras, sur Cambrai. Et nous, dans le bassin minier, on aura donc des actions à Los-Angoël, à Liévin, à Hénin-Beaumont, et puis dans des établissements scolaires, donc le lycée Béal de Lens, le lycée Senet de d'Hénin-Beaumont, voilà, oui. Et puis à Avion, c'est le collège Langevin. Voilà. Donc quel est le programme alors de cette semaine? Oui, alors le programme de cette semaine, donc les animations commencent ce vendredi à 19h à Liévin, avec un spectacle avec Fred Dubonnet, qui est un humoriste, qui nous dresse un tableau de la société avec tous ses travers, et c'est un tableau très, très dur, très caustique. Le lendemain, samedi 12 novembre, nous aurons à Los-Angeles une animation, un concert avec le groupe Badala Folie. Donc c'est de la musique mandingue, métissée mandingue, avec des instruments traditionnels du Mali et des instruments occidentaux, on va dire. Et cette animation sera accompagnée d'une restitution, d'un atelier qui a eu lieu pendant les vacances d'octobre avec une association de quartier Mirabeau, à Los-Angeles. Nous avons travaillé avec des enfants et des mamans, environ 35 personnes, à construire une solisphère. Une solisphère, c'est une espèce de mandala à partir du thème 2050, 9 milliards de visages. Donc l'idée était de bien faire comprendre
le monde d'aujourd'hui avec les migrations, avec les apports successifs de migrants, mais aussi le monde de demain où on pense qu'il y aura de plus en plus de migrations. Découvrir les autres cultures, leurs valeurs, les langues, s'ouvrir au monde, quoi. Donc il y a des expositions, des animations, on peut retrouver tout ce programme sur un site internet, Oui, on peut alors vous appeler le programme est sur le site internet de lasemaine.org. Donc vous tapez, vous cherchez en région, puis un thème et vous trouvez l'animation que vous cherchez. Madame Bouquet, merci. Alors surtout, n'hésitez pas à profiter de ce long week-end pour aider les gens partout sur Terre, autour de vous et ailleurs. On a tous besoin d'aide. À très bientôt. Merci. Madame Bouquet. Tout de suite, on retrouve mon petit chouchou de l'émission de Télé Goël. On a décidé de vous parler de votre territoire avec des personnes du territoire, Fred Peter et Mimoun Zegaï, l'entraîneur du CSA d'Avion. Fred, bonjour. Bonjour Valérie. Et oui, aujourd'hui, notre invité dans la section sport de Télé Goël, de ce JT en tout cas, c'est Mimoun Zegaï, entraîneur du CS Avion. Bonjour Mimoun. Bonjour, merci de m'avoir invité. Eh bien, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous êtes donc l'entraîneur des Renards d'Avion. Ce week-end, votre équipe joue le 7e tour de Coupe de France au Portel. Donc, comment vous vous êtes préparé pour cette rencontre ? Une préparation particulière puisque c'est le 7e tour qui engage le 8e derrière. Hein. Donc forcément, au niveau de l'investissement des joueurs sur une semaine de 4 séances, donc c'est une grosse préparation tactique, mentale et physique sur le plan technique en même temps. Car bon, un 8e tour, ça ne se vit pas tous les jours, donc c'est très important pour le club. Et au niveau, alors au tour précédent, vous avez battu Calais, donc c'était un exploit. Vous avez battu une équipe qui évolue en 4e division nationale. Là, vous affrontez une équipe qui est au-dessus de vous, mais dans un degré moindre. Est-ce que vous abordez ça avec un peu plus de pression que contre les Calaisiens, ou pour vous, c'est dans le même rythme ? Disons que c'est différent, parce que Calais, j'avais été les superviser lors d'un match de championnat. Et donc là, il y avait l'exploit à faire. Donc il y avait pour moi moins de pression, il suffisait que tactiquement et techniquement être au point. Là, c'est un match de configuration qui est différente, parce que c'est deux équipes qui évoluent en niveau ligue, même s'ils sont une division supérieurement hiérarchique. Donc on va devoir quand même s'y atteler, et là, ça va être pour moi du 50-50. Donc ce sera beaucoup plus compliqué dans l'engagement. Est-ce qu'il y aura des grands absents dans votre équipe ce week-end ? Oui, j'ai un absent de taille, c'est un de mes milieux défensifs, Corentin Petit qui a pris 2 cartons jaunes ce week-end à Nolémine, qui sera suspendu. Mais dans le même temps, je récupère quand même 2 bons joueurs, mon stopper Aurélien Germain et mon latéral droit, Mathis Robitaille. On se rappelle des grands parcours du CS Avion en Coupe de France. Pour le dernier, c'était contre le Tour FC. Vous avez affronté... Au 7e tour. Vous n'étiez pas encore entraîneur, mais l'équipe avait affronté le Tour, donc qui évolue en Ligue 2. Est-ce que vous espérez, en cas de qualification, affronter une équipe professionnelle ? Bien entendu, c'est le rêve de toute équipe amateur, de pouvoir affronter les grands du championnat, que ce soit L2 ou L1. Et bon, à une boule près, comme on a pu voir, on aurait pu tirer lance. Effectivement, sortir contre des grands et minimiser un peu les risques des tours de coupe contre des joueurs des équipes de ligue, où effectivement on peut avoir des cartons, on peut avoir des blessés. Oui, c'est le rêve de tous de tirer une Ligue 2, voire une Ligue 1 pour le 9e tour en fait. Comment vous jugez actuellement le niveau du bassin minier ? On a vu quand même qu'il y a l'Olympique Marcois qui a réussi à se qualifier, qu'ils affronteront d'ailleurs le Racing Club de Lens. On a des équipes qui sont passées à la trappe assez tôt dans cette compétition. Est-ce que pour vous, le niveau aujourd'hui des équipes amateurs du bassin minier est bon ou il y a des progrès à faire ? Pour moi, il s'améliore d'année en année, puisque effectivement les équipes de ligue aujourd'hui, au niveau de la préparation, même au niveau des éducateurs, voire entraîneurs, on se rapproche très vite du niveau national. Et en termes de préparation athlétique, ou même en termes de préparation mentale et technique, voire tactique, on a des joueurs qui sont confirmés. Surtout nous, à Avion, on a la chance de former les jeunes depuis très tôt. Et aussi, on récupère des joueurs qui ne sont peut-être pas passés dans les centres de formation. Donc forcément, on peut récupérer de bons joueurs et puis continuer à les former au niveau amateur. Dans quel état d'esprit évolue actuellement le CS Avion en championnat ? On n'est pas trop mal, on a 2 victoires, 2 défaites et un nul, donc on est entre deux. Effectivement, la Coupe de France s'appuie un peu, puisqu'on a quand même des garçons qui étaient suspendus le match d'avant ou blessés, avec cette succession de matchs en Coupe de France que n'ont pas les adversaires du groupe. Donc pour l'instant, on est bien placé, on a 3 points du premier et je pense qu'on aura nos petits mots à dire par la suite. Est-ce que le club a un objectif pour la fin de saison ? Oui, cette année, on veut gagner le maximum, le plus haut niveau de la Ligue, c'est-à-dire la division d'honneur. Bien sûr, on reste prudent parce qu'il y a quand même des gros morceaux dans ce championnat. Vous l'avez
rappelé tout à l'heure. On a aussi Lovam, Villeneuve d'Ascq, on a Neulémine, on a Gravelines, Noun Plage, qui seront de gros morceaux en fait. D'accord. En tout cas, merci Mimoun Zegaï d'avoir été avec nos jeunes. Donc on rappelle que Avion se déplace au Portel ce samedi au stade... Dimanche 14h. Dimanche à 14h au stade Amour-Sergent, Tout à fait. Portel. Tout à donc fait. Pour ceux qui désirent faire le déplacement, prendre leur voiture, eh bien n'hésitez pas à aller soutenir les renards d'Avion. Il y a peut-être un contact à prendre pour se déplacer avec vous ou pour supporter? Tout à fait, il y a un bus qui est à mes dispositions. Il y a déjà un bus qui est complètement, enfin qui est plein, hein, et peut-être un deuxième qui sera mis en route. Donc il suffit de contacter le club. Sur le site du club, il y a l'adresse, il y a un numéro de téléphone. Appelez au secrétariat et réservez éventuellement sa place. On va peut-être reparler, vu qu'on a Mimoun Zegaï, on va peut-être reparler d'Ossine. Et oui, Ossine Zegaï, on va prendre de ses nouvelles, puisque la semaine dernière, il y avait un reportage dans le JT qui était consacré à son rêve de faire le marathon de New York. Il y a participé, notre ami, et il a terminé, alors écoutez bien, à la 36 795e place du marathon de New York. Sur 50 000, c'est honorable quand même. C'est honorable en 5 heures, 2 minutes et 37 secondes. Notre champion a reçu sa médaille, prouvant qu'il a bien effectué les plus de 42 km de ce marathon, remporté par l'Érythréen Girmay Gebrselassie. Voilà. Vous avez des nouvelles, Mimoun? Oui, bien entendu, grâce aux réseaux sociaux, à Internet, voilà. Bon, apparemment, il a passé beaucoup de temps au tourisme plus qu'à courir. Mais bon, je ne serais pas capable de faire ce qu'il a fait, chapeau le frangin, quoi. Donc il va revenir avec de beaux souvenirs. De beaux souvenirs, très beaux souvenirs, je pense, oui. Inoubliable. Merci Mimoun. Merci à vous. À très bientôt et bonne chance à l'équipe du CSA. On y croit. Merci. Fred, on revient sur l'actualité du sport du week-end dernier. Évidemment. La réserve du Racing Club de Lens a remporté son derby week-end samedi après-midi. C'est ça, Valérie. Les jeunes pousses d'Éric Sicora, renforcés par le professionnel Patrick Olsen notamment, ont remporté leur match 1-0 face à Croix. L'unique but de ce match est à mettre au profit de Simon Benza. Il permet aux Lensois de monter au 5e rang du groupe A de CFA, dépassant leur adversaire du jour. Est-ce que les U19 ont ramené une victoire également? Et oui, et avec la manière en déplacement du côté d'Alençon, ils se sont imposés 3-0 grâce à un doublé de Christopher Bousmar et un but de Modibo Sagnan. Malgré cette belle victoire, les Sanyans ne parviennent pas à reprendre leur première place, occupée par le Havre. Ils doivent se contenter du rôle de dauphin. Les Lensois ont donc fait un parcours sans faute, Fred. Oui. En est-il de même pour les clubs amateurs? Alors, l'US Vimy de Macloufir et Batachi s'est imposé 3-1 contre Saint-Omer. En DHR, Vermel fait match nul contre Calais-Pascal 3-3, alors que le CS Avion de notre ami Mimoun Zegaï a dû s'incliner 2-1 contre Neulémine sur la pelouse en plus de Neu. Et enfin, en promotion honneur, Los Sangoël a déposé les armes devant son public contre le Sporting Club de Douai 1-0. On va parler maintenant du Arne Volleyball chez les messieurs qui recevaient Boulogne-Billancourt. Et oui, Boulogne-Billancourt. Et oui, les Arnésiens ont bataillé ce week-end pour venir à bout de l'ACBB. Après avoir remporté la première manche 25-23, ils s'adjugent la deuxième 25-21. Boulogne-Billancourt revient dans la partie en glanant le troisième set 25-19. Arne, toutefois, met un terme à la rencontre en gagnant le quatrième set 25-22. Une belle victoire 3-1 pour les nordistes. Est-ce que les filles de ce même club ont suivi le même exemple? Alors, difficile de faire mieux car elles ont battu Saint-Fond 3-7-1 également. Arne démarre fort en gagnant la première manche 25-17 avant de se faire égaliser pendant la deuxième reprise 25-23. Toutefois, les Arnésiennes vont dérouler 25-13 et 25-22 pour finalement s'imposer. Arne, qui avait perdu ses 3 premiers matchs de la saison, vient d'enchaîner 3 victoires consécutives et se retrouve 5e de la poule A du championnat élite. Merci Fred, n'oublions pas d'inviter les clubs sportifs du bassin minier à nous envoyer leurs images, même sur leur smartphone, pour que nous puissions parler de leurs exploits. Vous êtes les bienvenus sur Télégoël. Tout de suite, on retrouve l'agenda pour vous emmener sur les chemins culturels de vos communes et vous faire passer d'agréables moments. Nathalie, à la veille du 11 novembre, une large page culture est dédiée au centenaire de la Première Guerre mondiale. Oui, Valérie. D'abord, la pièce de théâtre Louis Bagnard, L'affaire Moreau. Présentée lors d'un précédent agenda, se jouera cette fois au Centre culturel Jacques Prévert de Arnes, ce vendredi 11 novembre à 20h30. La Maison de l'Art et de la Communication de Salomine vous propose 2 rendez-vous labellisés centenaires. D'une part, le mardi 15 novembre à 20h15 avec la
pièce Foutu guerre par la compagnie Le Jeu du hasard. Ce huis clos inattendu retrace le parcours héroïque du commandant Raynal et sa garnison. D'autre part, le vendredi 18 novembre à 10h30 pour la pièce Mémoire d'un rat par la compagnie Les Baltringues et la compagnie Bleu Rossinante. Une très belle pièce d'après le texte de l'auteur dramaturge Pierre Chêne qui a vécu une vie de poilu à partir de 1914. On enchaîne sans transition avec de la musique, de la danse et même de la marionnette avec quelques rendez-vous extraits du temps fort, entrée en matière de culture commune, scène nationale du bassin minier Nord-Pas-de-Calais. D'abord vendredi 11 novembre à la scène du Louvre-Lens à 17h pour la performance artistique du jeune chanteur-danseur-chorégraphe indo-britannique Aka Odedra. La venue en France de ce virtuose de danse traditionnelle du nord de l'Inde est exceptionnelle. Un rendez-vous à ne pas manquer. Puis le dimanche 13 novembre à 10h et 16h à la médiathèque L'Estaminet de Grenay pour explorer le champ possible sonore avec Mokofina par la compagnie Lagunart. Dans le cadre d'entrée en matière, Culture Commune sera également à Liévin pour une collaboration avec l'Arc-en-Ciel, une co-réalisation création 2016, L'os du cœur par la compagnie de Filet d'os, le mercredi 16 novembre à 19h. Ce spectacle de marionnettes nous plongera dans le Grand Nord, dans l'intimité d'une tente de peau dans l'atmosphère sonore de la banquise qui se réchauffe peu à peu. On conclut avec un bel hommage à Mohamed Ali au théâtre Le Colisée de Lens avec le spectacle Debout et se relever par les ballets du Nord. De la musique, du hip-hop, de la danse contemporaine pour retracer le match mythique de 1974. Ainsi pourrait s'écrire votre programme du mercredi 16 novembre à 20h30. Voilà, vous le voyez, il y a de quoi faire durant ce long week-end sur votre bassin minier. C'est fini pour aujourd'hui. Et oui déjà, Nathalie, Fred, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle édition. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur le Twitter ou le Facebook de la chaîne. Retrouvez votre JT sur telegoel.fr. Bonne soirée, bonne journée à tous et à bientôt sur Télégoël.